Radioscopie. Radioscopie. André Tranois. Jacques Chancel. Mon invité aujourd'hui, André Tranois, président fondateur de l'association des paralysés de France. Si vous avez créé cette association, cette fondation, André Tranois, c'est parce que vous aussi, vous avez été frappé par le mal. Vous avez 70 ans, dont 52 de paralysie totale. Vous avez été frappé à 18 ans par la poliomyélite et vous êtes resté tétraplégique ou quadriplégique, c'est-à-dire complètement paralysé. Je dois dire qu'il faut assumer et assurer une vie après cela. Et on a l'impression que pour vous, tout s'est tout de même très bien passé. Eh bien, c'est assez relatif. Et il faut dérouler ça dans les longueurs du temps. Parce qu'il est certain que quand à 18 ans, j'ai été foudroyé ainsi par la poliomyélite, il n'y avait pas de vaccin à ce moment-là, donc la médecine était totalement désarmée. Je n'avais pas la moindre idée, d'abord, que je resterais paralysé, et ensuite qu'il serait imaginable d'avoir une association, j'allais dire un syndicat, de paralysés. J'étais au contraire de l'autre côté de la barricade, en ce sens que mon père, qui était médecin, ainsi qu'une partie de ma famille, m'avait toujours semblé dans un rôle difficile. Quand il rentrait de l'hôpital, j'étais frappé par les odeurs d'éther et des récits ou des affaires qui ne me plaisaient pas du tout. Et j'avais juré qu'à aucun prix dans mon existence, je ne m'occupais jamais de malades ou d'infirmes. Le sort en a voulu autrement. Le ciel en a voulu autrement. Et il faut bien savoir que l'évolution de la mentalité se fait très lentement, puisque encore 4 ans après, alors que je venais de passer avec une secrétaire un premier certificat de licence S-lettres, j'étais persuadé que j'allais recouvrer petit à petit l'intégralité de la mobilité. Et ce n'est qu'au fil des ans que les illusions s'envolèrent, avec en contrepartie les acquisitions quotidiennes, les tout petits grignotages d'indépendance. Mais André Tranois, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous vous rappelez bien les premières années, celles qui vous ont conduit jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire avant le mal. Vous étiez quel garçon à ce moment-là? J'étais un collégien comme les autres, plus sportif que beaucoup. J'étais capitaine de l'équipe de football, assez batailleur. Et j'ai à mon actif d'avoir notamment cassé le bras d'un futur dominicain, et enfin ça n'était pas la seule fois. Donc vraiment, rien ne prédisposait à l'immobilité. Au contraire, j'étais un élève moyen, déjà passionné d'histoire, mais sans plus. Et vraiment, je n'avais aucune espèce d'idée de ce qui pouvait m'attendre, et surtout de ce qu'on pouvait tirer de l'immobilité, qui me paraissait un état tout à fait extraordinaire. J'ai souvenir, étant gosse, de m'être promené au jardin du Luxembourg et d'avoir vu un garçon de mon âge qui était allongé dans un grand chariot de berque et promené par sa mère ou je ne sais qui. Et pour moi, c'était vraiment un étranger complètement. Je disais, comment peut-on être comme ça? C'était le monde des malades, c'était... Vous ne vous étiez jamais arrêté près de lui? Oh, surtout pas. Vous ne vouliez pas même lui parler? Non, j'étais allergique, ce qui me permet d'ailleurs maintenant de beaucoup mieux comprendre les difficultés qu'ont les valides, ou ce qu'on est convenu d'appeler les bien portants, à s'approcher des handicapés, parce que ils se demandent toujours quelle espèce c'est, si ça se casse, si ça mord, si ça pique. Enfin, ils ne savent pas très bien par quel bout le prendre, et je crois que nous, il faut le prendre avec bonne humeur. Mais André Tranois, ces premières années vous paraissent-elles appartenir à un vert paradis, ces 18 premières années? Vous voudriez les revivre? Du point de vue de la motilité, certainement. Mais mon père avait disparu à la guerre. Ensuite, nous avions une enfance très difficile matériellement. Et une maison très triste. Quelle région? Paris. Je suis un vieux Parisien, de parents parisiens, de grands-parents parisiens. Et vraiment, on était très marqués. J'avais perdu 2 oncles à la guerre, plus mon père.
Vraiment, toute la famille était très très marquée par la guerre, et il faut bien le dire aussi par la pauvreté qui s'en était suivie dans nos familles. Bon, avant que vous ne soyez frappé, vous poursuiviez des études, enfin vous veniez d'avoir le baccalauréat. Oui, je venais d'avoir mon baccalauréat. Vous vouliez faire quoi? Eh bien, je n'avais pas encore d'idée bien arrêtée. J'étais très fasciné déjà par la Chine et par la Russie. Je me demandais s'il n'y aurait pas de belles choses à faire par là. Toujours l'histoire. Non, plus sous un angle culturel, de relations, de contact avec le monde de l'athéisme. Mais vous avez été frappé par la poliomyélite et on peut dire que maintenant, de ce côté-là, on est beaucoup plus tranquille. Oh, fort heureusement, grâce à la vaccination, le vaccin a été inventé par Lépine en France et Salk aux États-Unis, je crois que c'est en 1954, et maintenant, normalement, toute la jeunesse, et même au-delà, devrait être vaccinée, on ne devrait plus voir de poliomyélite dans des pays comme la France. Mais vous avez compris, lorsque vous avez été frappé, que un peu de votre vie s'arrêtait et que non, une autre vie commençait? Eh bien, je ne l'ai compris, vous disiez tout à l'heure, que 4 ou 5 ans après. Je pensais que c'était une étape, un arrêt, une parenthèse, disons, dans la vie, un peu plus long qu'une appendicite. Donc, traitement pendant de longs mois avec quand même l'espoir. Alors, traitement, et avec la difficulté supplémentaire que pratiquement, il n'existait rien en France. Pour les adultes, on soignait un peu quelques enfants atteints de ce qu'on appelait alors la paralysie infantile, mais il a fallu que mes amis médecins me confient un de leurs confrères de Lausanne, le professeur Nico, qui rééduquait des adultes et qui obligeait à bouger, contrairement à certaines techniques françaises qui voulaient qu'on appareille les gens, les mette dans des espèces de robots métalliques qui agissaient à leur place. Et ce chirurgien et orthopédiste suisse était convaincu au contraire qu'il fallait, dans toute la mesure du possible, utiliser les restes, tous les muscles restants au maximum. Et je pense que tous les Français y sont venus par la suite. Mais vous pensez que vous auriez pu être appareillé, vous? Oh non, parce que quand on n'a pas de bras, des appareils aidant à marcher sont au fond beaucoup plus dangereux. Parce que quand on tombe, on risque de se casser la jambe dans l'appareil. Enfin, il y a des moments qui restent ancrés dans la mémoire et pour toute une vie. Vous vous rappelez sans doute et très bien ce moment de cet âge, à 18 ans, où tout bascule. Ah oui, d'autant plus que j'ai été hospitalisé exactement le jour de Noël, 1925. Alors, comme jour de Noël, c'était plutôt saumâtre. Mais on pense quand même que on s'en sortira, que ah oui. Le soleil viendra. Ah oui, 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 on est absolument convaincu que c'est une maladie grave, qu'il y a des tas de complications, et puis alors les médecins gazent la vérité, et je pense qu'ils n'ont pas tort. Le malade a un certain droit à la vérité, mais aussi le droit à ne pas être matraqué d'un seul coup par la vérité, et qu'il faut laisser le temps faire son œuvre de persuasion. Et puis le moment vient où l'on sait qu'il faudra s'armer pour la vie et d'une autre manière. Oui, et en particulier justement par le contact avec d'autres atteints de la même façon. Et c'est un des bénéfices que j'ai retiré de ces quelques mois de traitement à Lausanne, en Suisse, c'est qu'on a rencontré des camarades, garçons et filles, et de tous âges, des plus jeunes, des pères de famille, mères de famille. Et on s'est dit, ah mais premièrement, je ne suis pas seul dans ce cas-là. Et deuxièmement, tous ces gens-là aussi, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment est-ce qu'ils encaissent le coup? Comment est-ce qu'ils font le rétablissement? Et de là est née la série de questions, la série de problèmes, à la fois psychologiques, sociologiques, qui se sont mis à bouillonner dans ma caboche. Oui, mais il faut rappeler, et vous le disiez tout à l'heure, que vous étiez à la recherche d'une foi, ou d'une croyance, ou même d'un athéisme. Oui, je cherchais un monde, j'allais dire un peu inconnu, auquel il faudrait apporter une espérance et une raison de vivre. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce fût ce monde des handicapés. Vous pensiez à quoi? Vous pensiez à aller à la rencontre des autres? Ah oui, le bien incontestablement. portant qui va... Mais jamais vous n'avez pensé que vous pourriez aller à la rencontre de ceux qui sont frappés par la maladie? Ah non, surtout pas. Oh non, ça surtout pas. J'allais presque dire que c'était exclu de mon univers, enfin, exclu par un certain rejet, par une certaine répugnance à tout ce qui était maladie, hôpital, infirmité, les gens mal foutus. Non, non, c'était
C'est pas appétissant. Mais vous n'avez pas honte aujourd'hui d'avoir eu ce sentiment? Oh, je suis pas très fier. Ça, j'en suis pas très fier parce que c'est pas très honorable, mais je crois honnête de le dire parce que ça aide à comprendre beaucoup de choses. Mais il faut également Puis il préciser... faut faire la reconversion après. Oui, et puis il faut préciser que c'était il y a 52 ans et que Ah les oui. choses ont bien changé. Beaucoup, beaucoup. Incontestablement, l'environnement, la mentalité du public, sans parler des pouvoirs publics, a sensiblement changé depuis. Enfin, quand ma mère me sortait en fauteuil roulant dans une rue de Paris, boulevard Raspail ou pour aller à la Sorbonne à travers le Luxembourg, mais tout le monde se retournait pour regarder un adulte en fauteuil roulant, tout le monde. L'image fauteuil roulant, c'était le vieux grand-père plus ou moins gâteux qu'on vient mettre au soleil, là, pour les dernières heures de son existence. Alors, voir un être jeune comme ça en fauteuil roulant, il fallait, encore une fois, tous les enfants, les enfants imitaient les mouvements. Enfin, d'ailleurs, c'était amusant aussi, mais tandis que maintenant, je vois dans le quartier du 13e arrondissement où nous habitons, eh bien, il y a un bon nombre d'étudiants et autres qui habitent des rez-de-chaussée adaptés pour, ils circulent dans les rues, ils entrent dans les magasins, on ne remarque plus. Lorsqu'on a 18 ans et qu'une pareille tuile vous tombe sur la tête, on a tout de même un moment de désarroi, sans doute. Ah oui, même Parce de qu'il faut en désespoir. parler clairement parce que vous êtes dans ce cas-là, d'autres sont comme vous. Oui. Nous sommes des adultes, des valides comme l'on dit, mais ça peut nous arriver tout à l'heure. Mais bien sûr, on est à la merci d'un accident d'auto et je crois que oui, il y a vraiment un moment de désespoir. J'ai souvenir notamment que préparant très habilement le terrain, le médecin qui me visitait a dit à ma mère, mais je viens d'avoir des nouvelles d'un garçon qui a eu la polio, paralysé des deux jambes il y a 4-5 ans. Et bien maintenant, bien appareillé des deux jambes, il pousse les mancherons de sa charrue. Et le médecin présentait ça comme une victoire. Dès que le médecin a eu le dos tourné, j'ai fondu en larmes. C'était vraiment le désespoir. Cette idée qu'au bout de 4 ans, le résultat, considéré comme magnifique, c'était avec des appareils orthopédiques aux jambes et appuyé sur le mancheron d'une charrue, de pouvoir pousser la charrue devant soi, ça me semblait vraiment dérisoire comme victoire. Mais on vous a dit toute la gravité de votre mal très vite. Les médecins se sont livrés à un certain nombre de pronostics, 50-50 exact et inexact. L'un a dit que je retrouverais des bras et l'autre a dit que je n'en retrouverais jamais, c'est ce dernier qui avait raison. Un autre a dit que je ne pourrais jamais remuer les jambes, mais en fait j'ai remué tout de même un peu les jambes. Vraiment, ces éminents neurologues nageaient complètement. Alors cela fait maintenant 52 ans que vous avez besoin d'une aide constante. Oui, ça c'est le problème, j'allais dire dramatique, dans des quantités de circonstances, et que j'ai pu toucher du doigt malheureusement de façon très cruelle un certain matin où ma mère était sortie pour faire des courses et me laissant dans mon lit comme d'habitude, et puis elle devait me lever en rentrant. Et puis elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée, la chance a voulu qu'une femme de ménage vienne, passe, et d'autre part que le kinésithérapeute qui me faisait faire quelques gymnastiques arrive à son tour et a pris la clé chez la concierge. Alors, ils se sont occupés de moi, très gentiment, et jusqu'à 6 heures du soir, et je n'ai absolument rien su. Et à 6 heures du soir, un message m'est venu de l'hôpital Laennec me disant votre mère a été renversée par une automobile ce matin, boulevard Raspail, à 7h30 du matin, et transportée sans connaissance à l'hôpital. Mais je crois qu'elle va s'en tirer. Point à la ligne. Alors, on se trouvait là vraiment dans la situation type, je dirais, de l'abandon total, du garçon ou de la fille handicapée totalement dépendant et qui est brutalement privé de la personne qui lui est indispensable pour vivre, dirais-je, ou pour survivre. Alors, on s'est organisé, des amis ont trouvé une garde malade, enfin, petit à petit. Et des cas de ce genre, malheureusement, ne sont pas si rares. On parlait il y a quelque temps d'un de nos camarades qui vivait avec sa mère dans les environs de Compiègne, dans une petite maison, dans un village. Il habitait une chambre et sa mère la chambre d'à côté.
Lui, totalement dépendant aussi, c'était un infirmateur cérébral, intelligent, mais totalement dépendant. Et une nuit, sa mère est morte d'une crise cardiaque, dans la pièce à côté. Il ne pouvait pas appeler, il ne pouvait rien faire. Un jour s'est passé, 2 jours se sont passés, 3 jours. Et au 4e jour, les voisins se sont inquiétés que les volets restent fermés. Ils sont venus voir ce qui se passait. Et ils ont trouvé dans une pièce la maman morte et dans l'autre le garçon dans l'état que vous pouvez imaginer. Et issue immédiate pour lui, ça a été l'hospice de Compiègne, et puis c'est tout. Vous ne pouvez pas être seul, vous êtes condamné à être accompagné. Ah, absolument. Absolument. Alors, c'est ici qu'intervient la part de chance. Après la mort de ma mère, il y avait évidemment des moments excessivement difficiles. Ensuite, j'ai eu la grande chance, étant devenu étudiant à Angers, de trouver une infirmière qui a été vraiment une tierce personne, comme on dit, un jargon administratif, vraiment d'un dévouement et d'une affection assez extraordinaire. Et puis alors, le plus extraordinaire, c'est quand j'ai trouvé en Anjou la femme de ma vie, au moment aussi où je m'y attendais le moins, car je n'avais pas imaginé une seconde qu'un grand handicapé puisse fonder un foyer et se marier. Nous y reviendrons car ça, c'était le recommencement. J'ai la chance, André Tranois, de rencontrer souvent des hommes ou des femmes comme vous. Je dis la chance parce qu'à votre contact, on apprend beaucoup. Et j'en sais quelques-uns qui parfois pensent à mourir, on ne peut pas leur en vouloir. Ah, sûrement pas. Comment vous réagissez vous devant eux? Parce que maintenant, vous avez assumé toute votre vie. Cela fait 52 ans que vous êtes ainsi et que vous aidez les autres. Oui, mais je pense que malgré tout, il y a des... On ne peut jamais se mettre complètement à la place d'un autre, c'est un idéal, mais on ne peut jamais se mettre dans le vécu, dans la peau de l'autre. Et par conséquent, je pense qu'il y a vraiment des cas intolérables, et en particulier pour ceux qui n'ont pas une foi religieuse et qui par ailleurs souffrent d'une souffrance physique ou morale extrême et usante et quotidienne, eh bien, je comprends très bien qu'ils ne veuillent pas aller jusqu'au bout et qu'ils abrègent leur jour, dans la mesure où ils le peuvent, car c'est aussi un problème que je me suis posé, non pas pour moi-même, mais quand on est totalement paralysé soi-même, qu'on a envie de se suicider, mais c'est très difficile, c'est presque impossible. Vous ne le pourriez pas. Mais ce serait très difficile. Il faudrait des astuces machiavéliques pour que quelqu'un mette à votre portée je ne sais quel instrument vous permettant de vous pendre un cordon de sonnette ou je ne sais pas quoi, ou bien un médicament que soi-disant on n'arriverait pas à atteindre, et puis on sait qu'en faisant tel petit geste, on arrivera quand même à l'atteindre. Enfin, ce serait vraiment une performance. Enfin, André Tranois, paralysé des bras et des jambes, vous avez quand même poursuivi vos études après ce choc, après ce coup. Oui, ça a été une de mes chances, car très vite, un de mes anciens professeurs, qui était resté fidèle, les fidèles sont rares dans ce cas-là, les camarades, les professeurs, l'environnement... Tout le monde vous abandonne en ce cas-là? Oh, 90%. Aujourd'hui encore? Comment? Aujourd'hui encore? Oui, il y a une coupure dans la vie. Il y a une coupure, ce que j'appelais une parenthèse tout à l'heure. Et pendant ces 4 années, tous mes camarades devenaient agrégés, polytechniciens, etc. Ils continuaient leur chemin, et le blessé au bord de la route, on l'abandonne. Alors, il y en a un qui m'a quitté, il est venu me voir, et puis il m'a laissé un bouquet de fleurs. Je trouvais que c'était gentil comme attention. Mais il n'est jamais revenu. Vous en avez souffert? Souffert, oui, mais cela m'a permis peut-être d'apprécier davantage alors les quelques fidèles, car il y en a eu. Il y en a eu 2 ou 3 qui jamais n'ont lâché, l'un en particulier, ingénieur électricien, qui venait aider ma mère à me faire des traitements électriques, un autre qui m'aidait à faire quelques pas dans ma chambre. Enfin, il y en a eu quelques-uns qui ont été tout à fait extraordinaire, notamment un de ceux avec qui j'avais fait de la montagne, qui était un de mes amis d'enfance, car j'avais fait, pas de la grande montagne, parce que j'étais trop jeune, mais beaucoup de montagnes tous les étés avant la polio.
Et il m'est resté d'une fidélité continue, y compris jusqu'à aujourd'hui. Les résultats sont-ils les mêmes pour ceux qui concernent ceux qui sont frappés par la poliomyélite ou ceux qui sont victimes d'accidents? Eh bien, c'est tout de même assez différent, en ce sens que la poliomyélite a tout de même, en gros, une évolution plutôt positive de l'inertie totale, puisque je suis resté quelques mois sans pouvoir remuer ni le cou, ni les orteils, absolument rien. Au bout de quelques mois, petit à petit, on arrive à retrouver un certain nombre de petits mouvements. Il arrive que des blessés de la colonne vertébrale, par une section de la moelle, eux, pour le coup, ont vraiment tous les fils électriques, comme j'explique à mes petites filles, qui sont coupés. Ah! Alors là, il n'y a pas de récupération proprement musculaire. Et d'autre part, alors nos camarades victimes des accidents de la route, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons créé récemment une section spéciale d'information sur les accidentés de la route, parce que ça fait trop de problèmes, eh bien, ils ont des complications, souvent, tandis que dans la poliomyélite, les nerfs sensitifs restent intacts, et quelquefois même particulièrement sensibles. Eux, au contraire, perdent presque toujours la sensibilité. Ce qui n'en est que plus dangereux. Par exemple, ils sont brûlés par une bouillotte aux pieds, ils s'en aperçoivent pas. Et ils ont des escarres, bien souvent, dont ils ne s'aperçoivent pas. Maintenant, on prend bien des précautions pour l'éviter, mais on n'y arrive pas toujours. Et eux-mêmes n'y font pas attention, parce qu'ils ne sentent rien. De sorte que je crois, très honnêtement, que les paralysies traumatiques sont pires que la polio. Puis on ne se rend pas compte de tous les petits problèmes. Jacques Le Breton, qui a été très grièvement blessé, qui est aveugle, qui n'a plus de main, me disait cette petite chose que vous devez ressentir vous aussi. Et parfois, je ne peux même pas me gratter. Mais oui, tout à fait. Une abeille qui serait sur votre tête, une mouche. Mais absolument, absolument. Et une de mes premières victoires, ça a été quand installé dans un fauteuil dans le jardin de ma grand-mère, j'ai eu une mouche qui est venue se poser à l'intérieur de l'index, juste sur l'articulation. Et pour la première fois, j'ai pu fléchir l'index de 30 ou 40 degrés. Et la mouche a été prisonnière. Et j'ai tué cette mouche. C'était une des plus grandes victoires de ma vie. C'était la première fois que cet index bougeait et j'avais eu un résultat. Y a-t-il eu ensuite à André Tranois des difficultés pour vos études? Parce que vous avez passé une licence ès-lettres brillamment, ensuite vous avez fait un doctorat d'histoire, je crois. Les études allaient quand même bien, sans tellement de problèmes. Ça faisait de sacrés problèmes, parce que d'abord, le jour de l'examen même, quand je ne pouvais pas écrire, il fallait obtenir une secrétaire. La secrétaire qu'on accordait, et dans ce temps-là, on n'avait pas de majoration du temps d'examen. Maintenant, l'Éducation nationale accorde aux aveugles et grands infirmes un temps supplémentaire. Là, il n'y avait pas de temps supplémentaire. Par conséquent, quand on s'en rendait pas compte quand même. De dicter, et je me rappelle en particulier une certaine version grecque, où il fallait que le collaborateur, le secrétaire, soit un élève de seconde. Alors, un élève de seconde tournait à toute allure les pages d'un dictionnaire grec, j'avais beau l'asticoter, pendant que je pâlissais sur un morceau de Platon, lui, il marchait à quatre pattes sur la table devant moi. C'était pas très inspirant. C'était vraiment une difficulté sérieuse d'arriver dans un temps donc limité de 4 heures à faire, aussi bien pour la version que pour le thème que pour une longue dissertation française, d'arriver à dicter à un garçon ou à une fille de 13-14 ans. Oui, mais André Tranois, vous aviez déjà à ce moment-là vos idées pour ce qui concernait l'avenir. Ah, pas du tout. Non? Une licence de lettres, alors pourquoi? Eh bien, parce que je me disais que du moment que j'aurais quand même, vraisemblablement, les illusions partaient petit à petit, des difficultés pour marcher, je ne pourrais pas avoir un métier actif, et donc le métier d'enseignant ne serait peut-être pas idiot. Ça a été la seule motivation, vraiment. Et vous avez pu être enseignant? Alors j'ai pu être enseignant, mais après 5 longues années de chômage, parce que nulle part, pour quelques répétitions particulières, il n'y a pas de problème, mais nulle part, dans l'enseignement public, il n'en était pas question, il était absolument... Toute la fonction publique était fermée à triple tour à tous les handicapés. Bon, quant à l'enseignement privé, aucun, et j'ai pourtant de bons amis dans l'enseignement privé, directeurs de collège, etc., aucun ne voulait prendre la responsabilité de confier une classe
Un monsieur qui n'avait pas de bras pour pouvoir empoigner par le fond de culotte un élève chahuteur au fond de la classe. Mais aucun. On faisait passer des cols de temps en temps, des choses comme ça. Mais confier une classe, ça paraissait impensable. Et où en est-on aujourd'hui de ce côté-là? Alors là, il y a eu un grand progrès, puisque déjà depuis la loi de 49, appliquée en 59, les concours du CAPES et de l'agrégation sont ouverts aux aveugles et grands infirmes. L'éducation nationale a fait un pas de géant dans la circonstance. Et il y a maintenant un bon nombre de gens, même gravement handicapés, qui sont autorisés à se présenter au concours. Ils n'ont aucune faveur spéciale, mais ils ont le droit de se présenter. Deviennent enseignants par la suite Et sont deviennent acceptés enseignants à part entière. Vous devez sûrement avoir la fréquentation d'enseignants de cette sorte. Sont-ils bien accueillis par leurs élèves? Ah oui, ça je dois dire que c'est assez remarquable de voir qu'en règle générale, il y a une espèce de communication d'estime qui se fait. Et que même dans les lycées et collèges encore très nombreux, où il n'y a pas d'ascenseur par exemple pour monter en classe, eh bien on voit les élèves prendre le fauteuil roulant de leur professeur et puis le monter à la salle de classe quand il y a un changement de classe ou des choses comme ça. Et je connais même une institution à Paris où un professeur agrégé n'habite pas très loin, et ce sont ses élèves qui viennent le chercher le matin et le reconduire le soir chez lui. Mais vous, quel sens avez-vous donné à votre propre rééducation? Vous saviez que vous ne pourriez pas faire plus que ce que vous êtes. C'est-à-dire vous êtes condamné à ce fauteuil roulant, mais vous l'assumez, cette condamnation. Mais il y a quand même une rééducation d'abord de l'esprit. Oui, c'est-à-dire il y a d'abord une utilisation des restes qui est quelque chose de très très important. Qu'appelez-vous les restes? Chacun de vous, enfin, à commencer par vous, Jacques Chancel, vous avez des tas de possibilités, des tas de virtualités que vous n'exploitez pas du tout. Parce que vous n'en avez pas le temps. Lesquels, parce que vous n'avez pas le temps de vous entraîner. Je suis persuadé que si vous faisiez davantage de natation, par exemple, vous feriez des performances bien meilleures. De même, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez le temps de cultiver un art graphique ou musical ou autre, mais on n'a pas le temps, on ne peut pas tout faire. Oui, bien sûr. Bon, donc on élague. Donc il y a une très grande marge de possibilités inexploitée dans un individu. Et le jeu consiste, alors quand on est privé d'une grande partie de ses moyens, à exploiter au maximum ce qui reste, dans tous les domaines, intellectuels et même, il ne viendrait jamais à l'idée qu'avec un bout de doigt, on peut arriver à déclencher un téléphone, à faire un... Je me rappelle avoir dessiné, avoir même gagné un prix à un concours de dessin après ma 5e année de polio. Ben, ça paraissait assez impensable et j'ai vu de mes yeux vus la semaine dernière un garçon tétraplégique, brillant ingénieur, et qui appelait au téléphone simplement en tenant un stylet dans sa bouche, et il faisait le numéro au téléphone comme ça. Et ben voilà, quoi. Mais pour en arriver là, faut-il une volonté surhumaine ou est-ce plutôt la vie qui vous force à être... Je crois qu'il y a les deux. Il y a les deux, évidemment. La maladie ou l'accident ne change pas le tempérament d'un individu. Bon, la chance a voulu que je sois batailleur de tempérament. Et un peu trop pour le goût de mes voisins, même au collège. Bon. Les batailleurs s'en sortent. Alors, les batailleurs s'en sortent. Celui qui, congénitalement, je dirais, naturellement, sera une nouille, si j'ose ainsi m'exprimer, eh bien, il est bien évident qu'il n'arrivera pas à franchir l'obstacle. Et ce ne sera pas sa faute. Ce sera beaucoup trop fort pour lui. Et puis, vous avez occupé votre tête. Vous avez fait vos études, une licence lettres, un doctorat d'histoire, et puis vous avez écrit, enfin, des thèses. Oui, mais ça, justement, je crois que c'est une chose très importante, alors que je ne me sentais pas du tout une vocation d'intellectuel. Je me suis dit, bon, bah, puisque j'y suis, j'y suis. Et par conséquent, après avoir fait la licence de lettres, je me suis dit, bon, il ne faut pas en rester là, surtout puisque je n'arrivais pas à trouver de classe. Eh bien, on va essayer mieux, et j'ai préparé un doctorat d'histoire, moyennant quoi, là aussi, j'ai eu beaucoup de chance, parce que des archives qui avaient été fermées absolument à tout le monde m'ont été ouvertes, et je pense, en bonne partie, grâce à la polio. Car quand je me suis adressé à la famille de Montalembert pour demander des archives, tout le monde m'avait dit, mais vous ne les aurez pas plus que celles de Falloux en Anjou, tout ça, c'est encore plein de cendres chaudes, et on n'y touche pas encore. Et puis, ma foi, j'ai été introduit grâce à une amie des équipes sociales, de Garrick, qui était un de mes patrons et un de ceux qui m'ont appuyé dans l'existence. Et on m'a ouvert les archives qu'on avait ouvertes à personne. Mais pourquoi avoir choisi Montalembert? C'est aussi un peu le fruit d'un hasard. J'avais eu toujours une grande préoccupation
des rapports de la politique et de la religion, en pensant que c'était vraiment assez incompatible, la politique étant quelque chose de nécessaire, d'indispensable, mais d'inévitablement malpropre. Et comme la religion, par principe, est quelque chose qui doit être aussi pur que possible, je disais, mais comment est-ce qu'on peut marier les deux? Et alors j'avais fixé mes yeux sur Saint-Louis, en me disant, ben voilà un qui a l'air d'être arrivé à peu près au résultat souhaité. Bon. Et j'ai été trouvé en Sorbonne le maître du Moyen-Âge, qui s'appelait M. Jordan, et je lui ai expliqué mon désir. Je dis voilà, voilà ce qui me préoccupe, et je vais faire une thèse dans la zone Saint-Louis. C'est un homme très bon, il m'a bien regardé. Il m'a dit, je peux vous parler franchement? Ah, dit, bien sûr. Mais avec vos bras, vous ne pourrez jamais. Il y a de telles archives armées, de tels voyages à faire, de telles recherches, même archéologiques et autres, vous ne pourrez jamais. Alors écoutez, un conseil, le 19e siècle n'est pas défriché, vous pourrez avoir des livres et les manipuler, prenez du 19e siècle, Veuillot, Montalembert, Falloux, Lacordaire, il y a des tas de choses à faire là. Mais c'est par là qu'il faut chercher. Et c'est ainsi que je suis aiguillé sur Montalembert. Enfin, il y a également Dieu et la liberté pour vous. Oui, alors là, il est certain que j'étais parti sans tellement d'idées préalables, préconçues, et que vraiment j'ai découvert en Montalembert un très grand bonhomme, un être d'une dimension intellectuelle et d'une force de caractère tout à fait exceptionnelle, et qui en un temps où la bourgeoisie était entièrement voltairienne, entièrement, tous les lycées, tout l'enseignement à la Sorbonne et ailleurs était voltairien, était lui croyant. Et qui plus est, croyant éclairé, puisque sa mère était protestante, il avait donc choisi en quelque sorte d'être catholique. Et cette foi éclairée a été illuminée par les Lacordaire, les Lamennais, tous ces gens-là. Et puis, il a pressenti, j'allais dire, Vatican II. Parce qu'il a été mortellement blessé, mais il en est mort, des débuts du Concile de Vatican I en 70, condamnant, après le syllabus, tout ce qui était l'esprit moderne, considéré comme diabolique. Et pour lui, il y avait une alliance, une combinaison possible de Dieu et de la liberté. La liberté est très romantique, bien sûr, et qui nous fait sourire souvent aujourd'hui par ses aspects illuminés un petit peu, la Pologne martyre, victime, etc., etc. Tout ça, c'était beaucoup plus lyrique que politique. Mais c'était d'une extrême générosité, d'une extrême pureté, justement, dans la politique. Et puis, c'était lui qui, avec Lacordaire et Lamennais, ont créé l'enseignement libre. On fait la première école libre, on désobéit à la loi, ont été convoqués devant le commissaire de police. Après ça, procès devant la Chambre des pairs, puisque son père étant mort entre-temps, il était devenu pair de France à 20 ans. Procès devant la Chambre des pairs, où beaucoup de gens ont souri, tous les voltairiens ont souri, tous les Talleyrand et compagnie, vous pensez bien, ils ont beaucoup souri. Et puis tout de même, on a abouti à la liberté de l'enseignement, qui, bien sûr, a connu les évolutions que nous savons et qui est discutée encore aujourd'hui, mais qui est une des libertés, avec la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, qui a marqué vraiment ce tournant du 19e siècle. Et alors Montalembert est un homme extrêmement courageux. Il avait toute une assemblée contre lui. Il prenait la parole, avec une magie de la parole d'ailleurs assez extraordinaire. Il n'enlevait pas le vote, mais il enlevait un tonnerre d'applaudissements à l'unanimité. Mais cette foi éclairée a-t-elle illuminé votre vie? Parce que vous avez donné sûrement beaucoup à Montalembert, il vous a beaucoup offert. Beaucoup. Ah oui, ça beaucoup. Et je dois dire qu'en particulier son amitié pour Lacordaire a été une chose très frappante. Lacordaire qui a ressuscité lui aussi l'ordre des frères prêcheurs. Tout ça, ça avait été balayé par la Révolution et par l'Empire. Et un beau jour, on a vu Lacordaire paraître en costume de dominicain dans la chaire de Notre-Dame. C'était ahurissant aux yeux, je le répète, d'une bourgeoisie parisienne qui était entièrement voltairienne, ce dont on ne se doute pas. Et puis Montalembert a touché du doigt, aussi seulement du doigt, mais tout de même très nettement, le scandale de la misère ouvrière.
il a participé avec Villermé à des travaux sur la question et il a fait un rapport et une intervention à la Chambre des pairs sur l'emploi des femmes et des enfants dans les manufactures. Il avait touché du doigt ce qu'avait d'odieux pour la classe ouvrière, pour ce prolétariat naissant. Et puis il a touché du doigt alors si j'ose dire, l'autre aspect de cette crise qui était la révolution de 48, les journées de juin 48, et ces ouvriers qui, les armes à la main, entendaient défendre vraiment un idéal révolutionnaire qu'il épouvantait, lui, homme de droite malgré tout, mais qui l'a frappé de stupeur comme mais pas d'étonnement, comme du résultat de générations et de générations élevées sans Dieu et dans une misère insolente. André Tranois, il est maintenant 17h40 et vous êtes là devant moi dans notre studio de France Inter, le studio 135, en direct, sur votre fauteuil roulant, et je me demande si vous y êtes bien. Eh bien, votre question est un peu embarrassante. Non, c'est pour savoir, si vous savez, parce que vous y passez votre vie, alors je voudrais savoir. Quand un sujet me passionne, quand un entretien est aussi vivant que celui que nous avons, eh bien on oublie complètement qu'on est en fauteuil roulant et il n'y a plus que, je dirais, le jeu de la vie, le goût de la vie, comme disait mon ami Robert Buron, qui compte. Oui, c'est ce que je voulais savoir, mais je le prévoyais. Vous êtes assis, mais vous êtes toujours debout, moralement. Ah oui, ça ne veut pas dire que le courage ne soit pas une denrée périssable. Ça, j'en suis profondément convaincu. Je crois qu'il n'y a aucun d'entre nous. Mon père, en revenant de la guerre, enfin juste avant de disparaître, m'a dit, tu sais, je ne crois pas les gens qui disent qu'ils n'ont jamais eu peur. Eh bien, moi, je ne crois pas non plus les gens qui diraient, moi, j'ai toujours eu du courage. Parce que je crois que tout le monde a des moments de découragement. Il y a des moments où on n'en peut plus, physiquement, moralement, etc. Mais précisément, je crois aussi, et autant, à la contagion du courage. Et je pense que c'est une des grandes vertus, entre guillemets, d'un rassemblement comme celui de notre association, c'est cette contagion du courage, cette mise en commun à la fois d'un virus d'action au service des camarades, et en même temps d'une intercommunication constante pour dire, tiens, ben, j'ai trouvé ça, tiens, là, il y a telle astuce qu'on pourrait réaliser dans un de nos ateliers. Là, il y a une possibilité, il y a un créneau qui se présente du côté de la presse ou de la télévision ou autre. Nous sommes là une équipe qui est hélas bien décimée depuis l'origine, mais elle a été renouvelée, si j'ose dire, par l'apport de jeunes, et on peut dire que constamment, nous sommes dans cette communication de recherche commune et de courage en commun. Il vous arrive d'être abattu? Oh, bien sûr. Quand on est vraiment à bout de force et puis que par-dessus le marché, une bonne tuile vous arrive sur la tête, un deuil familial par exemple, parce que dans nos très proches, vous avez un terrible accident d'automobile il y a quelque temps avec 3 morts de la famille, etc. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Mais je pense que je dois beaucoup à la foi chrétienne qui nous anime, et puis à la chance. Et ça, personne n'y peut rien. La chance d'avoir trouvé la femme que j'ai, la chance d'avoir une mère qui m'a élevé peut-être un peu sévèrement, mais un jour où elle m'a, alors que j'étais déjà polio, où je geignais parce que j'avais je ne sais quelle écorchure, elle me dit, oh, tu es trop douillet. Oh, mais ça m'a été une leçon. Elle vous considérait comme les autres. Mais exactement. Je crois que quand même la véritable naissance aura été le mariage. C'est-à-dire cette rencontre que vous n'espériez pas, que vous ne pouviez pas attendre. Avec ça a certainement été un second volet de l'existence, à la fois que je n'attendais absolument pas, comme vous le rappelez. Ça a été la grande joie de la naissance des enfants, d'avoir un foyer, ce qui ne m'était plus arrivé. Vous avez combien d'enfants? Depuis la mort de ma mère, 3. Depuis la mort de ma mère, je n'avais plus de foyer. Je vivais dans un foyer d'étudiants ou après ça, dans une chambre en ville quand j'ai été professeur. Alors les deux dates, si vous voulez, de
de grandes victoires. Ça a été quand j'ai été nommé enfin professeur à l'université d'Angers. Ça, c'était à la veille de la guerre, en 1939. Et alors là, j'avais enfin, après 5 ans de chômage, j'avais enfin un gagne-pain, des gens qui avaient misé sur moi et qui s'étant renseignés aux bonnes sources pour savoir où j'en étais de ma thèse, on dit, bon, bah, il est valable, on le prend comme chargé de cours et on le titularisera quand il sera docteur. Et puis deuxième chance, alors ça a été cette rencontre absolument imprévue, imprévisible et que nous dirions providentielle, avec ma femme qui était une angevine, j'allais dire de passage en Anjou, parce qu'auparavant elle habitait Paris, et qui s'est trouvée à la même salle à manger que moi, et dans le même local que moi où j'étais réfugié, les Allemands nous ayant chassés de l'université. Mais ce mariage a-t-il posé problème pour vous? Vous êtes-vous interrogé, vous êtes-vous demandé, Ah oui, faut-il? oh ben oui. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je pense, quand un handicapé se marie, ça a tout de même plus de chances de réussir que d'autres unions plus rapidement décidées, si vous voulez. C'est que précisément, étant donné le nombre important de problèmes posés, il faut beaucoup réfléchir et beaucoup prier avant d'y voir clair et prendre une décision. Maintenant, une fois que c'est fait, eh bien, comme de part et d'autre, on était bien décidés et on ne pèse jamais tout. Enfin, qu'on avait tout de même pesé beaucoup de choses, eh bien, je crois qu'on avait bien des atouts pour que cela réussisse. Et vos enfants vous accompagnent-ils bien dans la vie? Oh, les enfants sont très gentils, mais ça, je crois que c'est en partie à leur mère qu'ils le doivent, parce que justement, elle m'a toujours considéré, j'allais dire comme un papa quelconque, et ayant vis-à-vis des enfants, qu'il s'agisse de leur raconter des histoires ou qu'il s'agisse d'une punition, puisqu'il y avait encore quelques punitions dans ce temps-là. Bon, eh bien, le père et la mère de famille étaient à part égale dans le coup. Et le fait de trouver tout naturel d'avoir un papa paralysé, alors mon fils aîné disait, quand je serai grand et que je serai paralysé, etc. Pour lui, c'était dans la nature des choses qu'à partir d'un certain âge, le papa devienne paralysé. Et on comprend mieux maintenant que vous ayez eu la nécessité de vous unir avec les autres paralysés, de créer, de fonder l'Association des paralysés de France, qui est quand même le lien souhaité, souhaitable. Vous êtes combien maintenant? Près de 90 000? Alors nous sommes maintenant plus de 90 000. Plus de 90 000. Et si je me rappelle le demi-siècle écoulé, comme vous le faisiez tout à l'heure, beaucoup, beaucoup plus ont passé. Bien sûr, oui. Qui ont disparu maintenant, ou qui, d'ailleurs, pour une grande part, se sont admirablement reclassés, mais alors nous avons trop bien réussi, parce qu'ils sont tellement bien remis dans le circuit de l'existence, économique, sociale, dans toutes les professions possibles et imaginables, mariés, etc., garçons ou filles, qu'ils ne reviennent pas très facilement vers nous pour aider à leur tour l'association à se développer. Au besoin, ils feront du syndicalisme, ils feront du militantisme dans une affaire quelconque, culturelle, écologique, tout ce qu'on voudra, mais ils évitent de revenir dans le milieu handicapé, considéré à tort par eux comme un ghetto, un risque de ghetto tout au moins. La crainte d'ailleurs peut être comprise. Mais oui, oh, mais je la comprends. Je respecte beaucoup les opinions de tout le monde, c'est aussi une des choses que mon Lambert m'a apprises, et je crois que seulement il faut précisément éviter soigneusement que notre association soit un ghetto, et je pense que quand les objectifs seront atteints, c'est-à-dire l'insertion dans un milieu économique et social ne fera plus de problème, eh bien l'association n'aura qu'à disparaître, elle ne va pas vivre comme je ne sais quelle association d'anciens combattants, signifie plus rien. Combien y a-t-il de paralysés en France? Handicapés 3 millions, je crois. C'est une question à qui personne n'a apporté de réponse, même pas M. Lenoir, notre sympathique secrétaire d'État, dans son livre Les Exclus. Je pense très honnêtement que nous en fabriquons 30 000. Handicapés moteurs, 30 000 chaque année. 30 000 chaque année. 30 000 chaque année. Et là, on n'y peut rien. Qu'il s'agisse de naissance, qu'il s'agisse de maladies encore mystérieuses et inexpugnables, dirais-je, comme la sclérose en plaques, la myopathie. En gros, il doit y en avoir à peu près 30 000 nouveaux chaque année. Et alors, comme les médecins prolongent à plaisir, si j'ose dire, la vie humaine maintenant, évidemment, ça fait, au bout de 40 ans, ça fait un bon paquet.
Êtes-vous encore des marginaux? Ah oui, il y a encore des marginaux, en particulier dans la partie naturellement la plus pauvre, la plus paumée, les travailleurs migrants, le nombre d'enfants handicapés. J'en ai vu un l'autre jour dans notre piscine, un enfant sans jambes, qui était visiblement un petit maghrébin. Dans les différents centres que nous avons dans la région parisienne, il y a quelquefois jusqu'à 40% d'enfants noirs ou jaunes ou arabes. Par conséquent, dans ces milieux-là, il y a la maladie, l'infirmité, et notamment la poliomyélite encore, frappe durement. Mais André Tranois, vous avez dit une chose qui peut être entendue comme terrible. Vous avez dit que les médecins prolongeaient à plaisir la vie humaine, ce qui tendrait à prouver que vous estimez qu'il faudrait parfois l'interrompre. Ah, ça, j'ai des idées très, j'allais dire très arrêtées, encore que chacun ait sa conviction et que il faut là encore respecter beaucoup la liberté de chacun. Mais enfin, il me semble que j'ai des cas bien précis dans l'esprit où il est inhumain pratiquement de prolonger l'existence et que quand le patient lui-même ou ses enfants demandent qu'on interrompe cette survie parfaitement artificielle, il n'y a pas de raison de ne pas l'écouter. Et quant à prolonger des gens qui sont en coma dépassé depuis X jours ou semaines, et comme je ne sais plus quel professeur le disait l'autre soir à la télévision, un médecin qu'on a prolongé comme ça pendant 9 ans, c'est complètement aberrant, alors, totalement aberrant à mon humble avis. Et d'ailleurs, il en va de même pour les naissances. Réanimer à tout prix un enfant qui a eu une interruption d'oxygénation du cerveau. J'ai vu un médecin, mes bons amis, catholique par surcroît, et qui m'a dit, moi, au bout de 2 minutes, je cesse de réanimer parce que je suis sûr qu'il y aura de tels dégâts cérébraux que la vie sera effroyable après. Par conséquent, là encore, je crois que le bon sens doit avoir le dernier mot. Donc vous, André Tranois, paralysé des bras, des mains, paralysé total, vous estimez que il faut être favorable à l'euthanasie? Ah, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça et je me bats, et c'est, j'allais dire, le seul point sur lequel je suis d'accord avec laisser-les vivre, où il y a beaucoup d'excès à mon avis. Mais le respect de la vie, ça c'est une chose extrêmement importante. Et je me rappelle avoir bagarré, vainement d'ailleurs, mais avec les journalistes, même éminents, du Figaro et d'ailleurs au moment du procès de Liège, et qui disaient on a bien fait de tuer la petite Corinne, un monstre, etc., etc. Or, je connais fort bien, et Denise Legris, un certain nombre de gens nés sans bras et nés sans jambes, et qui ont des vies exactement aussi intéressantes que la mienne. Par conséquent, je suis pour la vie, mais pas pour la vie à tout prix et dans des conditions absurdes, comme la prolongation de la réanimation d'un petit enfant qui serait destiné à n'avoir qu'une vie végétative ou une vie complètement traumatisée, ou de même pour les personnes accidentées ou âgées qu'on fait survivre vraiment totalement artificiellement. Non, je ne suis pas d'accord du tout. Mais vous, le président des paralysés de France, qu'attendez-vous de l'État ou de la société? Vous êtes donc, quelle est la législation? Nous attendons d'abord beaucoup de compréhension de la part de l'ensemble de la société. De l'État, nous attendons qu'il fasse des efforts financiers, beaucoup plus qu'il n'en fait. L'Élysée ne s'est pas privé de communiqués ou de conférences de presse pour célébrer la loi d'orientation. Bon, la loi d'orientation a un article premier qui est admirable, qui répète quasiment la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en faveur des handicapés. Alors on applaudit. Et puis d'article en article, on s'aperçoit que on va vers des détails dont l'application est renvoyée à des décrets. Et puis quand les décrets paraissent, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a de grandes déceptions. Précisément après le procès de Liège, M. Marcellin, qui était à ce moment-là ministre de la Santé, a obtenu à l'unanimité du Parlement le vote d'une allocation spéciale pour les familles où il y avait un enfant très infirme. Et au Parlement, il a été dit, voilà une mesure qui va permettre de garder chez eux et d'aider les pauvres mamans, etc., pour 200 ou 300 000 familles. Par le jeu des décrets d'application et des plafonds et des limites, il y en a eu 13 000. Et la même opération est en train de recommencer pour la loi d'orientation. C'est ce qui nous inquiète énormément. Et l'autre jour, comparu devant une des nouvelles commissions, un ouvrier
veuf, père de 5 enfants, dont un enfant complètement paralysé. On lui a accordé l'allocation prévue par la loi. Il a demandé combien ça me fait par mois. 555 francs. Ses yeux ont fusillé les membres de la commission et il est parti en claquant la porte. Comment voulez-vous que cet ouvrier qui est à l'usine toute la journée puisse remplacer sa femme, si tant est qu'elle soit remplaçable, par une personne de bonne volonté qui vienne pour 555 francs par mois pour s'occuper de cet enfant-là jour et nuit? C'est impensable. Eh bien, voilà le hiatus qu'il y a entre la théorie et la pratique. Mais André Tranois, sur un autre plan matériel, vous êtes-on, je veux dire par là, les appartements sont-ils prévus pour vous maintenant? Les ascenseurs, les portes, des choses aussi banales que celles-là, mais qui pour vous... Ils s'en foutent beaucoup. Vous mettez le doigt là sur notre fameuse campagne pour l'accessibilité qui est menée par différentes associations depuis un moment, qui est aussi prévue dans la loi. Mais il faut faire pénétrer cela dans l'esprit des architectes, des promoteurs. En théorie, ils le doivent. En théorie, c'est obligatoire. Mais en pratique, on a construit la cité administrative de Melun sur un terrain plat, entièrement neuf. Eh bien, on a fait un escalier majestueux de 25 marches. Et à l'intérieur du hall d'entrée, 2 marches pour atteindre l'ascenseur. Voilà en pratique comment ça se passe. Cela veut dire qu'on n'y pense pas. On n'y pense pas, et ça dans toute la mesure où les auditeurs, et en particulier les architectes et puis les responsables administratifs, pourront vraiment en prendre conscience. Et puis, rien ne vaut au fond l'intervention sur place. On m'a cité dimanche dernier où j'étais à Nantes le cas d'une petite commune où il y a un centre d'handicapés d'une centaine de garçons. Eh bien, la municipalité directement touchée par cette présence a rendu les postes et télégraphes accessibles, l'église accessible, la mairie accessible. Il suffit de quelques plans inclinés, il suffit d'abaisser le niveau du poste de téléphone, mais il faut y penser. Je m'aperçois, André Tranois, qu'en fauteuil roulant, on peut donner un sens à la vie. Vous lui en avez donné un, vous. Ah oui, ça sûrement, ça j'en suis profondément convaincu. C'est une belle réussite. Oui, bien sûr. Auriez-vous réussi de la même manière, complètement valide? Ah mais c'est pas du tout évident. Pas du tout évident, je crois au supplément d'âme et je crois, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup à la contagion du courage. Et quand je vois tel ou tel de mes camarades, justement, encore dimanche dernier, qui était dans un état, à la suite d'un accident d'auto, dans un état inimaginable, je me suis dit, bon, ben, il est gonflé, il vient à la tribune, il parle, c'est pas le moment de lâcher. Pardonnez-moi de répéter cette question, mais tout à l'heure, vous l'avez dit vous-même, lorsque vous étiez valide, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 18 ans, vous regardiez d'un air très lointain, et même vous ne regardiez pas du tout un infirme. Aujourd'hui, comment les valides se comportent-ils à l'égard des handicapés? Il y a toute la gamme possible des réactions, tout l'arc-en-ciel de plus d'indifférence que de solidarité. Ah oui, bien plus entendu. d'indifférence. Ah oui. L'indifférence est la note dominante. Le rejet est vraiment rare. La solidarité se développe lentement mais sûrement. Et je crois que c'est l'espoir de l'avenir. Encore que notre civilisation très égoïste et très citadine soit évidemment moins spontanément accueillante que la campagne. Mais au cours de ces 52 années passées sur un fauteuil roulant, qu'aurez vous appris d'essentiel? Tout, en fait, mais... Oh, ben je crois que c'est l'amour qui est la clé de tout. L'amour des autres? L'amour des autres, oui. Et puis, au plan négatif, que le plus grand ennemi, c'est l'amour propre, sans aucun doute. Enfin, vous êtes content de vous, André Tranois? Ah ben ça serait très prétentieux, alors, parce que... Moins content des autres, parfois. À mon actif, un bon nombre de gaffes, un bon nombre d'échecs, ça, bien sûr. Mais, je dirais, je ne regrette rien, et je pense que, avec, encore une fois, énormément de chance, et l'appui de beaucoup d'amis et de beaucoup d'amour, on a tout de même fait des choses bien, notamment à l'association des paralysés. Lorsque on est dans ma situation, on reçoit souvent des gens qui ensuite disparaissent, s'en vont ailleurs. J'ai appris tout à l'heure la mort de Berthe Bovy. Et aujourd'hui, on enterre dans une abbaye que vous connaissez bien, l'abbaye d'Ancalcat, un moine
Donc Clément Jacob, qui était le cousin de Max Jacob, qui a été le grand ami d'Éric Satie, de Breton, d'Aragon, qui était le condisciple d'Henri Sauguet, qui était en même temps que moine un grand compositeur. Il est parti aujourd'hui. Mais la foi vous sauvera, vous aussi. Hein. Oh, ben bien sûr. Merci André Tranois. France Inter, bientôt 18h. J'ai accueilli aujourd'hui André Tranois, président des Paralysés de France. Il vous a raconté son expérience. Vous le savez, il vous l'a dit, paralysé à 18 ans. Il en a aujourd'hui 70 et il assumait bien sa vie. Demain, nous serons en direct de Toulouse, depuis la Maison de la Radio, FR3. Et je recevrai là-bas le professeur Jacques Ruffier, un chercheur, un savant, un hématologue. Et nous irons de la biologie à la culture.